Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité au Bénin ce vendredi 15 janvier 2021. Patrice Talon dans la phase 2 de sa tournée de reddition de comptes. Ce jeudi, c'est la commune de Soava qui était à l'honneur. Les populations lacustres ont accueilli le chef de l'État dans la liesse populaire. On en parle dans un instant. On parlera également de la table ronde organisée à l'université d'Abomey-Calavi. C'est dans le cadre du colloque scientifique axé sur le politique publique et la construction d'un État national en Afrique de l'Ouest francophone. Les travaux se déroulent dans l'amphithéâtre Téléthon avec la participation de divers acteurs. Images et reportages à suivre. À suivre également dans une vingtaine de minutes un document de la rédaction de Canal 3 Bénin. Nous allons découvrir le nouveau stade Omnisport de Ouida en construction. Les travaux avancent à grands pas et la population, elle, n'ont d'autre mot que de dire merci au chef de l'État et à son gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. Mais avant le développement de ces titres, cette information en exclusivité Canal 3 Bénin, toujours leader en scoop. Fini le suspense, il sera dans la course en avril prochain. Patrice Talon est bel et bien candidat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Il a lui-même annoncé ce vendredi à Adjo, dernière étape de sa tournée de reddition de compte phase 2 de la promesse du mandat unique. L'homme a fini par aviser et la compétition est désormais lancée. Allez, direction maintenant, Soava, la cité lacustre que le gouvernement de la rupture a promis de réinventer pour en faire un véritable trésor touristique. A reçu la visite du chef de l'État, Patrice Talon, qui a parcouru 17 communes de Bénin dans le cadre de la phase 2 de sa tournée de reddition de comptes. Le président de la République dans la barque motorisée et accueilli dans la liesse populaire. Doléances et promesses ont marqué, ce sont là les temps forts de cette tournée du chef de l'État à Soava. Voici l'ambiance qui a prévalu sur l'eau et sur la terre. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Soava. Ceux qui ne savent pas, ma joie est légitime parce que mes liens avec Soava datent de ma plus tendre jeunesse. Séduit par un environnement pour moi insolite, pittoresque, j'ai appris à pêcher ici. Dans le cadre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier, il s'agit de la construction de la route digue à Kassato-Soava, la construction d'une plateforme logistique, la construction d'un collège moderne à Ganvier, les services essentiels tels que l'eau et l'électricité, la réhabilitation des équipements communautaires comme la maison des jeunes, le centre de l'artisanat et la requalification de la maison de la francophonie, et que sais-je encore. Depuis 1960, nous n'avons jamais mérité une si grande attention de la part des gouvernants successifs. Merci infiniment de ne point vous arrêter en si bon chemin. Les travaux de la route à Kassato qui nous amènent ici, c'est-à-dire avant l'embarcation Kassato-Soava, monsieur le maire, vont démarrer en même temps que les travaux de l'embarcadère. Qu'on ne permette plus à un président, qu'on ne permette plus à personne de gaspiller nos ressources. Parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins collectifs. On demande pardon à mes concitoyens, pardon à mes frères et sœurs d'ici, de tout faire pour que cette bonne gouvernance-là, on la garde longtemps, que ça ne tombe plus, qu'on ne retourne plus en arrière. C'est un message d'exhortation, de supplication.
pour que ce troisième acquis soit notre acquis définitif. On va prendre maintenant les nouvelles de la Commission électorale nationale autonome. Nous y allons pour faire le point du passage des maires et députés appelés à parrainer les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021. Les équipes de la Sénat continuent donc de recevoir les parrains, les députés élus et les maires élus et désignés pour le retrait des formalités, donc des formulaires pour le compte de cette 4e journée. Nous avons rencontré quelques maires et députés dans les locaux de la Sénat après donc remplissage des formalités. Les maires de Karimama, de Waké, de Bassila, de Diakotomé et le député Hassan Seydou de la 14e circonscription électorale ont dit ce qu'ils pensent de cette réforme de parrainage. On va les écouter. La première impression, c'est l'organisation que j'ai trouvée de bien parfaite. Parce que dès mon arrivée, on m'a accueilli, j'ai passé à une première table, ensuite à une deuxième table et à une troisième table à la sortie, avant que vous nous donniez votre interview. Dans le dispositif, il est dit que les candidats seront parrainés et que nous, les maires et les députés de l'Assemblée, qui vont jouer ce rôle de parrainage. C'est pour ça que j'ai quitté Karimama, pour venir, peut-être pour voir les bons projets, les candidats qui ont de bons projets, les parrainer dans l'intérêt de l'État béninois. Mes impressions sont bonnes. Elles sont bonnes du fait que cela constitue pour nous un honneur de participer à la réforme du système partisan, d'être des acteurs de premier choix de ceux-là qui prétendent diriger notre pays. Donc pour nous, c'est un honneur. Je pensais perdre des heures, mais ça a été fait comme il est à la poste, avec des étapes bien organisées. Ça, il est formidable et s'il y a une note à donner, c'est 20 sur 20. D'abord, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de faire partie de cette première génération d'acteurs qui ont la lourde responsabilité de permettre à ceux qui sont concernés par les élections présidentielles d'être candidats. Donc, un honneur parce que aujourd'hui, seuls les maires et les députés peuvent le faire. Donc c'est un grand honneur, un privilège parce que il me sera question de choisir qui je pense être capable de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Il faut que je connaisse les potentiels candidats, que les potentiels candidats me présentent de quoi ils sont capables et qu'on échange. Et c'est à partir de ce moment que je pourrai poser mon choix sur un duo, étant donné que c'est un acte citoyen. Je ne connais même pas un candidat encore. J'attends, ma porte elle est ouverte. Dès qu'ils vont passer tour à tour, je crois que celui que je vais choisir sera le vôtre. Et vous allez m'accompagner pour qu'on soit nombreux pour l'accompagner. D'abord, vous savez, du point de vue conceptuel, celui qui conçoit quelque chose l'a presque déjà vécu dans l'esprit. Donc quand il voit la concrétisation se faire et dans l'esprit de ce qu'il a souhaité, il ne peut qu'en tirer d'abord satisfaction. Comme vous l'avez dit, nous avons débattu autour de cela, depuis les idées simples jusqu'à formaliser, jusqu'à voter. Et qu'aujourd'hui, cela se traduise dans le concret, ça veut dire que notre effort a été payant. Il n'est pas dit dans les textes que quelqu'un doit parrainer quelqu'un, forcément. On est libre de parrainer qui on veut. Et comme dit l'autre, disent les sélectionneurs en football, le mercato est ouvert. Chacun peut aller négocier où il doit négocier pour avoir son affaire. Mais ce que peut-être les gens craignent, c'est que nous ne sommes pas des gens en l'air libres. Enfin, quand on dit libre, nous avons décidé nous-mêmes de faire partie de groupes qui s'organisent politiquement
qui ont mis leur destin politique en commun pour dire on veut bâtir ensemble. Donc ce que les gens craignent, c'est qu'ils ne sortent jamais des gens à l'intérieur pour aller faire autre chose. Parce je pense que nous sommes dans un pays où chacun de nous veut l'évolution de ce pays-là. Et donc, nous allons nous concerter dans des groupes politiques, avec des amis, avec nos militants, avec même la presse, pour voir si il faut nécessairement que quelqu'un aille au vote, on peut lui donner un parrainage. Ça, là, il n'y a aucun problème. Toujours dans l'actualité, on parle d'un colloque scientifique axé sur la politique publique et la construction d'un État national en Afrique de l'Ouest francophone. Les travaux qui ont pris fin ce vendredi se déroulent sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Au deuxième jour de ce colloque, il est organisé une table ronde sur les politiques publiques de sécurité et la construction d'un État. Point de la rencontre, l'amphithéâtre Téléthon avec la participation de divers acteurs, notamment des professionnels universitaires et spécialistes venus partager leur point de vue, leur conception de la politique publique de sécurité dans le cadre de la construction de l'État. Les précisions sont avec William Tanoussi. Comment comprendre les évolutions récentes qu'il y a au niveau des politiques de sécurité, non seulement au Bénin, mais aussi dans la sous-région, et surtout comment la sécurité, comme politique publique, influe la construction de l'État. Une table ronde de discussion est initiée à propos au deuxième jour du colloque scientifique qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi. Pour en débattre, des panélistes de rangs différents. Il s'agit de regarder comment les forces de défense et de sécurité, mais aussi l'ensemble des autres acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la politique de sécurité, qui peuvent être le Parlement, qui peuvent être les organisations de la société civile, qui peuvent être également les collectivités décentralisées, qui peuvent être au niveau local. Comment tous ces acteurs-là participent dans le cadre de leur mission de sécurité au profit donc de la population. Comment ces acteurs, en produisant de la sécurité, produisent l'État, participent à construire l'État. Donc il s'agit à la fois d'un questionnement d'un point de vue théorique, méthodologique, mais aussi d'un point de vue empirique. Les panélistes sont tous unanimes que la sécurité en tant que bien public devrait être accessible à tous. C'est un enjeu crucial en matière de services publics. Au niveau des Nations Unies, pour parler d'une sécurité garantie pour tous, les statistiques donnent un ratio d'un policier pour 450 habitants. Au Burkina Faso, c'est un policier pour 5500 habitants. Au Bénin, il est d'un policier pour 10 000 habitants. Quand un pays a un policier pour 10 000 habitants, on considère qu'il y a un gap de sécurité. Donc la sécurité n'est pas assurée. Est-ce que si on prend d'un point de vue qualitatif, je dis bien d'un point de vue qualitatif, et ça c'est le domaine aussi des anthropologues, sociologues, etc. Est-ce qu'on peut considérer que le Bénin, avec un policier pour 10 000 habitants, peut être considéré comme un État fragile? Pas du tout. Pas du tout. Cela veut dire donc que les politiques publiques de sécurité ne peuvent pas être analysées exclusivement d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue exclusivement officiel et normatif, mais doivent intégrer beaucoup de dimensions sociales, sociologiques et consorts. 5% du budget national est consacré à la sécurité au Bénin. Dans la sous-région, il est de l'ordre de 10 à 20%. Mais l'État béninois est aujourd'hui en train de se réinvestir dans le secteur à travers sa politique de sécurité inscrite dans le programme d'action du gouvernement qui a conduit à de profondes réformes, notamment la création de la force unique de sécurité intérieure qu'est la police républicaine. Les résultats que nous avons aujourd'hui, du point de vue de la réduction des actes d'insécurité, du point de vue du sentiment général de sécurité que nos populations, les communautés ont, tous ces éléments, tous ces indices nous montrent aujourd'hui que ces réformes ont été pertinentes puisque le but, l'objectif des politiques de sécurité, c'est de satisfaire les besoins exprimés par les populations. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cette table ronde sur les politiques publiques de sécurité et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone permet aux participants d'être mieux informés sur la problématique de la sécurité.
À l'école primaire publique de Tibona, nous sommes dans le premier arrondissement de Parakou. Écoliers et enseignants travaillent dans de très mauvaises conditions. On s'assoit à même le sol pour suivre les cours et face aux multiples appels à l'aide, l'honorable Rachid Igbadamassi a répondu présent avec des engagements concrets. L'école sera dotée dans les jours à venir de tables et bancs et bien d'autres matériels nécessaires au bon fonctionnement des activités pédagogiques dans cette école. Une bonne nouvelle annoncée par l'élu de la 8e circonscription électorale à la faveur de sa descente dans cette école. Reportage. Énième œuvre sociale de l'honorable Rachid Igbadamassi dans le secteur de l'éducation à Parakou. Informé par la presse locale des conditions précaires dans lesquelles se déroulent les activités pédagogiques à l'école primaire publique Tibona, une école du premier arrondissement de Parakou, l'homme, réputé pour ses actions sociales, n'a pas tardé à se rendre sur le site pour s'imprégner de la situation. Depuis environ bientôt 20 ans, j'ai pris la décision de faire du social mon cheval de bataille. Le social, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'être. J'ai choisi pour cible l'éducation. Sur place, le constat fait est désolant et promptement le parlementaire a pris l'engagement d'apporter des solutions idoines aux problèmes qui se résument au manque de mobilier, de modules de classe et de points d'eau dans cette école créée en 2010. Pour Rachid Igbadamassi, être élu du peuple, c'est œuvrer quotidiennement pour le bien-être de ses concitoyens. Je prends l'engagement dans la semaine à venir de livrer 114 tables et bancs. Je verrai techniquement, s'il faut doter les PP du forage ou l'eau de Sudan. Ici, comme ailleurs, dans la plupart des communes de la 8e circonscription électorale, l'homme a toujours fait parler de lui par ses œuvres sociales. En témoigne cet accueil à lui réservé. Un accueil dit d'un homme pragmatique dont le credo est de servir ses mandants. La plupart des acteurs de l'école ne vous connaissent qu'à travers vos innombrables dons et réalisations un peu partout dans le département du Borgo en général et dans la commune de Parakou en particulier. Nous comptons sur vous pour étudier convenablement. Nous voulons devenir aussi des cadres, des ministres et honorables comme vous. Merci, cher papa. Que Dieu et les mains de nos ancêtres vous assistent à chaque instant. Tenant compte du contexte de crise sanitaire que traverse le monde, l'honorable député à l'Assemblée nationale est arrivé les bras chargés de cache-nez de gel hydroalcoolique qu'il a offert aux acteurs de cet établissement scolaire. On quitte Parakou pour Ouida, commune située à une trentaine de kilomètres de Cotonou. La cité historique des Passers se métamorphose et vous allez le constater dans l'élément qui va suivre. De vastes chantiers y sont ouverts pour transformer Ouida. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a sillonné quelques sites. Voici le point avec Asiomokaï Achongo. La commune de Ouida se transforme. Réhabilitation et construction de sites touristiques, de stations balnéaires, rénovation de musées. Une métamorphose que subit la cité historique au pas du programme d'action du gouvernement. Pour les autorités, beaucoup de choses se font pour donner un autre visage à la commune. Il y a la porte du non-retour qui est actuellement en chantier, mais il n'y a pas que la porte du non-retour. Il y a la place aux enchères qui est également en chantier. Il y a le mémorial de Zumboji qui est également en chantier. Il y a plein de différentes stations où les esclaves faisaient plein d'initiations, d'activités en lien avec leur voyage vers l'Occident qui seront remises à neuf et qui seront valorisées pour que les touristes puissent vivre véritablement l'épopée de l'esclavage en Afrique et particulièrement au Bénin. Tous les arrondissements, ou du moins toute la commune, est en chantier. Beaucoup de choses se réalisent au vu et au su de toute la population. Et d'ici quelques mois,
tous ces sites et infrastructures vont se dresser, offrant leur beauté au regard des citoyens, touristes et curieux. Il y a des figures emblématiques qui sont en train de disparaître, qui vont être mises en valeur et qui vont faire partie du tourisme, tels que des noms comme Amoua, des gens qui ont tenu tête aux colonisateurs, mais qui ont été trahis par leur père. Et mettre en valeur tout ça, je crois que c'est extrêmement important. Pour ce qui concerne le tourisme, vous savez, Ouidah doit gagner beaucoup. Ouidah serait plus visible sous peu. Et Ouidah serait la destination Bénin dans peu de temps. Vous savez, ça va aussi booster notre économie locale, l'économie du pays également, parce que Ouidah n'a rien à envier à Gorée. Si on arrivait à réaliser tout ce qui est dans le PAG, ce qui est sûr. Ouidah a le plus de sites touristiques vivants qui parlent de l'histoire de l'esclavage dans le monde. Nous avons aujourd'hui la place aux enchères, c'est l'une des seules places qui existent encore dans le monde où on peut démontrer qu'on vendait des esclaves ici. La route des esclaves, les vestiges, les différents 5 forts, fort anglais, fort portugais, fort français, fort hollandais, et tout ça qui sont encore, les vestiges sont encore là. Les maisons qui datent des années 1700, 1800 sont encore là. Les impacts de ces sites sur les résidents de la commune seront énormes. Il faut dire que le gouvernement également envisage de finaliser la mise en valeur de la zone industrielle de Gakpé, qui permettra donc, avec son aménagement et l'élection d'électrification, permettra donc d'accueillir près d'une vingtaine d'industries. Le programme d'action du gouvernement, bien sûr, qui a pour objet l'amélioration, la réhabilitation, pour mettre en valeur le tourisme, aura un impact, c'est sûr, sur la population dans le secteur de l'hôtellerie. Ça va générer pas mal d'emplois. Bon, mais au-delà de tout, c'est qu'il y aura un peu de changement à voir ce que l'on gagne au bout du rouleau avec cette génération de multitude de tâches à faire pour les jeunes et puis les possibilités que ça offre. Au bout du rouleau, on sort gagnant. À en croire le maire de la commune, Christian Huechenou, le gouvernement a un programme d'investissement de 400 milliards de francs CFA pour la mise en valeur de Ouidah. Un grand plaisir pour lui d'être le premier citoyen de cette commune au moment où se passent toutes ces transformations. Le gouvernement avait juste de valoriser toute la richesse touristique dont Ouidah regorge. C'est dans ce travail que le gouvernement a injecté près de 400 milliards dans la ville de Ouidah pour que tout ça soit mis en valeur. Ouidah retrouve toutes ses marques et mieux, celles modernes que lui imprime le programme d'action du gouvernement. Anciennement pont entre le Bénin et les terres américaines, Ouidah va offrir la possibilité aux étrangers de découvrir toute son histoire au terme de ces grands chantiers. On va rester encore à Ouidah pour 2 minutes avec Asion Kani Asiongban, lui qui est allé constater le niveau d'avancement des travaux de construction du stade Omnisport de Ouidah. L'infrastructure sportive donc sera bientôt réceptionnée. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Reportage. Désormais, la balle peut bien rouler pour tout le monde sur le stade Omnisport de Ouidah. Un stade aux normes internationales doté de gazon synthétique que le programme d'action du gouvernement érige à la sortie ouest de la ville historique. Le maire Christian Huechenou en remercie le gouvernement. Le gouvernement a fait l'option de construire à Ouidah un stade omnisport de standing international. Et ça, nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement pour cet ouvrage magnifique pour la jeunesse de Ouidah. Donc, qui vient compléter toutes les autres choses qui ont été faites dans Ouidah. La commune de Ouidah en avait besoin, elle qui a tant donné au football en matière de joueurs talentueux. Cette infrastructure sportive va permettre aux jeunes de s'affirmer davantage. Ouidah a joui aussi de cette infrastructure sportive, mais depuis l'indépendance, Ouidah n'en avait pas. Donc c'est quelque chose de très grand qu'on est en train de faire à Ouidah, qui va permettre aux jeunes de s'épanouir
et aussi de faire la promotion du sport en général. Et à cet effet, le stade Omnisport dispose des aires de handball, de basketball, de volleyball et d'une piste d'athlétisme. Bientôt, le stade sera disponible. Ce sera l'occasion pour la commune de faire parler d'elle dans maintes disciplines sportives. Le stade est à 95% de réalisé et nous allons très bientôt faire la réception. Et je crois bien qu'avec la mise en place du championnat de football qui va démarrer bientôt et des autres sports, ce joyau flambant neuf va nous servir, va permettre que nous puissions, les jeunes de la commune de Ouidah et alentour, puissent s'épanouir correctement. Le stade dispose d'une tribune officielle, de gradins latéraux. Il y est aussi construit 2 blocs sanitaires, un château d'eau, un guichet. Dans le reste de l'actualité nationale, pour le compte de ce vendredi, les membres du club d'intelligence artificielle du Conseil des activités éducatives du Bénin, section de Nati Tengu, ont été outillés sur l'intelligence artificielle et le développement web. C'était la faveur d'une session de formation initiée à leur intention par la Fondation Vallée. L'objectif est de permettre aux participants de joindre la théorie à la pratique. Devant le responsable du Conseil des activités éducatives du Bénin, section de Nati Tengu, les bénéficiaires de la formation ont mis en application des connaissances acquises tout au long de cette séance de renforcement des capacités. Le point avec Alassane Harouna. Ils sont étudiants ou élèves, membres du club d'intelligence artificielle du Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB de Nati Tengu. Sous la houlette de Hugo Boni, formateur, appuyé par la Fondation Vallée, ils ont été outillés 5 mois durant sur l'intelligence artificielle, le développement web et bien d'autres thématiques en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'objectif visé pour cette formation, sinon pour l'installation de ce club, c'est un peu pour joindre la pratique à la théorie. Parce qu'il y a beaucoup de cours qui se donnent dans nos universités, par exemple les cours de programmation, où il n'y a que la théorie qui se fait. Ici, nous essayons de mettre un peu en pratique ce qui se fait en théorie. La présente session fait suite à une précédente sur le module Arduino qui a démarré depuis août 2020. Au cours de cette seconde phase, les étudiants seront outillés sur la mise en pratique du node MCU. Cette formation est spécialement dédiée à ce node MCU. Ce n'est qu'une initiation à la domotique classique. Donc la domotique qui concerne tout ce qui est le contrôle dans des maisons intelligentes. En réalité, toute la technologie se joue à partir d'un smartphone, des cartes MCU et d'un ordinateur comportant des applications initialement installées par le technicien. Grâce à cette innovation, en témoigne d'ailleurs cette démonstration de l'étudiant Oru Bouyagui qui, à partir d'un assistant vocal, a pu commander l'allumage d'une lampe électrique. Bonjour Jacques. Bonjour. Allume la lampe blanche. Lampe blanche allumée. Éteins la lampe bleue. Lampe bleue éteinte. Éteins la lampe blanche. Lampe éteinte. Outre l'assistant vocal, le technicien peut se servir de son smartphone pour allumer ou couper une lampe électrique. D'autres dispositifs innovants permettent d'ouvrir une porte en y intégrant juste un code secret. Grâce à ce même dispositif, le brasseur peut déclencher de lui-même dans une chambre où la température s'élève sans l'intervention de l'homme. À travers cette technologie de pointe, la bibliothèque CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu intègre ainsi la grande famille des centres d'intelligence artificielle. À la bibliothèque CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu, ce n'est pas seulement ce riche fonds documentaire de plus de 11 000 ouvrages, c'est aussi 5 clubs éducatifs, à savoir le club de théâtre, de Scrabble, le club d'anglais, celui des conférences débats et le club d'intelligence artificielle.
Et avant de prendre congé de vous, on va se rendre très rapidement à Natitengu, la cité des Nanto, qui connaît de plus en plus des infractions du code de la route. Et vous allez comprendre pourquoi sur les différentes voies aménagées dans le cadre du projet asphaltage, l'on constate malheureusement l'excès de vitesse des motocyclistes. Surtout, conséquence, de nombreux cas d'accidents sont enregistrés chaque jour. Reportage. Pour réduire sensiblement les tracasseries liées au trafic local à Natitengu, le gouvernement de la rupture l'a doté du projet asphaltage. Un projet qui, en plus du bitumage et du pavage des voies secondaires et tertiaires, vise à moderniser les villes bénéficiaires. Il constitue une bouffée d'oxygène pour les motocyclistes. Avant, on ne circulait pas librement, mais aujourd'hui, on a constaté que tout est facile. Quand les voies sont aussi bonnes, on roule aussi librement. Le projet asphaltage, ça nous a tellement soulagé sur la circulation. Un soulagement qui contraste avec certaines réalités du terrain. Sur les différents axes routiers aménagés, se développent des infractions du code de la route. Il s'agit de l'excès de vitesse en agglomération, source de nombreux cas d'accidents enregistrés. Après que nos voies qui étaient inadmissibles sont mises au propre maintenant, il y a excès de vitesse dans la ville et à chaque fois, il y a des accidents un peu partout. C'est vrai, on est là, asphaltage, ils nous ont sauvés. Mais actuellement, nous enregistrons plusieurs accidents. Depuis que le goudron a été arrangé, on enregistre les accidents. Il y a même 2 morts. Il y a un enfant qui a quitté à l'école et ils l'ont cogné. Chaque fois, même les gens qui de haut là-bas, en vitesse, ils traversent même la voie. Pour l'instant, les travaux d'asphaltage se poursuivent et les panneaux de signalisation ne sont pas encore apposés. Mais ceux qui sont implantés avant le dit projet ne sont pas respectés par certains usagers qui ont du mal à décoder le langage des panneaux. Les gens ont une méconnaissance de l'application de ces panneaux. À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T lorsqu'on voit un panneau comme celui-ci, comme le panneau stop? La sécurité routière est la raison d'être du centre de sécurité routière. À Natitengu, ce centre appuyé par la police républicaine ne cesse de mener des sensibilisations sur le respect scrupuleux du code de la route, allègrement bafoué par certains usagers indélicats. En temps normal, lorsque vous voyez un panneau stop, vous devez pouvoir marquer l'arrêt absolu. Il est identifiable aussi au feu rouge qui vous demande de marquer un arrêt. Il y a aussi des marques peintes sur la chaussée, parmi lesquelles nous pouvons voir une ligne qu'on appelle une ligne stop qui joue le même rôle que le feu rouge. D'accord? Qui joue le rôle de panneau stop, qui joue aussi le rôle d'un agent réglementant la circulation de vue de face ou de dos. Donc c'est de la ligne là que je parlais en fait. C'est sur la ligne 10 continue que vous pouvez faire un dépassement. Et puis après, vous allez voir encore une autre ligne qu'on appelle une ligne d'avertissement. La ligne d'avertissement annonce la ligne continue qui interdit le dépassement. Vu l'ampleur que prennent ces accidents, les riverains demandent aux autorités politico-administratives de réaliser les ralentisseurs pour minimiser l'excès de vitesse. Nous demandons au gouvernement ou bien aux dirigeants de la ville de Natitengu de chercher à nous faire les dos d'âne, sinon il y a trop d'accidents. Autre infraction constatée le long des abords immédiats des rues aménagées est la recolonisation. Les trottoirs autrefois libérés dans le cadre de ce projet sont encore pris d'assaut par les populations riveraines. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 15 janvier 2021. Merci à vous qui nous suivez depuis Adjoun, commune choisie par le président Patrice Talon pour annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin. Excellente soirée à chacun et à tous. Au revoir.